Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous me rencontrez, mettez-nous déjà des pouces pour se saluer. C'est la meilleure façon, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et cliquez sur la cloche de notification. Cela vous permettra de ne pas perdre les prochaines vidéos que nous allons faire. Et sachez que sur cette chaîne, nous parlons de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie. Et vous serez agréablement surpris dans les prochaines vidéos de par notre analyse et de par notre expérience dans ces différents domaines. Nous allons aujourd'hui faire le tour de l'actualité de la semaine écoulée. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine écoulée en Afrique et même ailleurs dans le monde? C'est de cela que nous allons toucher un peu dans l'AES, en RDC, au Canada, aux États-Unis et voir comment l'actualité s'est déroulée et vers où est-ce qu'on s'en va. Si vous avez apprécié ce titre, n'hésitez pas donc à mettre déjà des pouces en commençant. Pour les anciens, ils savent, mes chers abonnés, ils le savent. Ils le savent, mettez-nous déjà des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification si vous n'êtes pas encore. Et on entre dans le vif du sujet si vous avez fait ce que nous avons dit tantôt. Nous allons commencer par l'Afrique. L'actualité en Afrique a couvert l'Afrique de l'Ouest comme l'Afrique centrale et notamment l'Afrique centrale. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest? Le fait marquant en Afrique de l'Ouest avait été le lancement du passeport annoncé une semaine plus tôt qu'il va avoir lieu le 29 janvier de cette année. Et nous disons bravo au capitaine Traoré, à qui j'ai vu ce premier passeport de l'AES, qui est un passeport vert. Ils ont peut-être respecté encore les couleurs qui nous sont attribuées pour les pays sous-développés. Et j'ai partagé ma petite expérience pour avoir travaillé dans les aéroports, que généralement les passeports africains ou les passeports des pays sous-développés sont des passeports verts que vous connaissez généralement en Afrique. Donc cette même couleur qui a été adoptée. Et certains pays d'Asie concernant les passeports ont changé. Ils n'adoptent plus cette couleur du passeport vert parce que quand vous alignez avec le passeport vert, on sait déjà que vous venez des pays à problème. Des pays comme la Chine ont migré, ont pris les passeports de couleur rouge pour faire la différence. En Amérique, les passeports sont généralement de couleur bleu foncé. Au Canada et aux États-Unis, dans certains pays des Caraïbes, c'est généralement de couleur bleu foncé. Donc la couleur de passeport détermine peut-être votre zone d'origine. Bon, les pays de l'AES ont respecté cela et sont restés dans cette mouvance-là. Le Kenya fait exception avec ses passeports parce qu'ils ont adopté un passeport bleu clair maintenant. Ils ont peut-être changé de couleur. C'est un pays africain qui change déjà de couleur, essayer de sortir de cette dynamique des passeports. Nous disons bravo à l'AES qui continue de se solidifier et dont on a vu... la fin de l'appel de la CEDEAO à les rejoindre. Donc, c'est tombé à expiration. Donc, que va devenir la CEDEAO sans eux? Donc, ils ont dit, c'était chemin non-retour et c'était prévisible. On ne pensait pas qu'ils allaient revenir dans la CEDEAO. Et ils continuent à se renforcer et à se construire à l'intérieur pour chacun et même et tout autour, à se solidifier. Nous leur disons bravo. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré, bravo au général Tiani, aux généraux Tiani et aux généraux Assimi Goïta. Nous leur disons bravo et beaucoup de courage pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour l'Afrique. Nous sommes très fiers de ce qu'ils sont en train de faire, de lutter pour la souveraineté de l'Afrique et d'être prêts à s'engager sur d'autres conflits s'ils sont appelés. Et c'est ce que le capitaine Traoré aurait dit. Parce que là, je mets au conditionnel parce que je n'ai pas suivi sa déclaration officielle. La frontière avec le Ghana reste ouverte. Est-ce que le Ghana ne s'attire pas les foudres des autres pays de la CEDEAO en ouvrant ses frontières? Notamment, le capitaine Ibrahim Traoré est parti pour la célébration de l'inauguration de son mandat. Et de retour, il a cessé d'encenser le nouveau président Mahama du Ghana. Et le Ghana reste très ouvert avec le Burkina Faso de ce côté-là. Est-ce que ça ne va pas attirer les autres pères de la CEDEAO à ce sujet? Nous ne savons pas. En ouvrant les frontières, peut-être le Ghana pourrait rejoindre, plus probablement le Ghana sous l'ère de Mahama pourrait rejoindre là facilement l'AES. Donc nous leur disons bravo pour cela. Ailleurs en Afrique, bon, pas ailleurs en Afrique, toujours dans la CEDEAO, on a vu le lancement de la première voiture en zone africaine. Oui, nous l'avons célébré. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'un pays d'Afrique noire francophone lance la construction d'une chaîne de voitures 100% nationale. Donc le Burkina Faso, avec sa marque Itawa, inaugure l'ère de la construction de voitures, de l'industrialisation au sens propre, oui. Parce que les Européens peuvent nous dire que la souveraineté sans industrialisation ou sans développement, ça mène à quoi? Oui, les pays de l'AES, en se battant pour la souveraineté, nous amènent sur le chemin du développement et un développement réel
qui va tenir sur le long terme. Les voitures électriques, nous en avons besoin. Il ne faut pas se focaliser sur la technologie. Pour avoir le carburant du pétrole, c'est encore très difficile et très long et coûteux pour nous, alors que l'énergie solaire est à notre disposition. Donc nous leur disons bravo pour ce saut technologique qu'ils ont fait et ne pas toujours attendre des autres. Bravo pour cela. Ailleurs, on va peut-être prendre le cas de la République démocratique du Congo, où nous avons commencé la semaine en disant bravo à la République démocratique du Congo qui s'est réveillée en prenant effectivement les armes. Ce n'est pas toujours en allant demander qu'on condamne verbalement des gens, qu'on condamne verbalement le Rwanda plus précisément. Ben là, c'est toujours une faiblesse parce que ce sont les faibles qui crient toujours pour appeler à des déclarations, à des négociations. Le Rwanda ne s'empresse pas de ce côté. Mais notre analyse de la situation montre que beaucoup d'Africains se lancent encore, beaucoup d'entre nous se lancent encore toujours dans les invectives, insulter certains chefs d'État. Respectons-nous quand même, nous les Africains. Kagame fait ce qui est bien pour lui et pour son peuple. Voilà. Donc d'un point de vue rwandais, il ne fait que ce qui est pour lui et son peuple. Et quand je parle de son peuple, ce n'est pas le peuple rwandais. Il fait ça pour le peuple Tutsi. Et nous avons vu toujours certaines personnes en parler de l'Empire Tutsi. Oui, il y a un Empire Tutsi qui n'est pas officiel, mais qui est officieux et qui est en place, qui est en marche. Kagame est à la tête de cet Empire Tutsi. C'est un empereur au sens propre du terme. Et il travaille dans ce sens-là. Il a le soutien de tous les Tutsis, qu'ils soient de la République démocratique du Congo, qu'ils soient de l'Ouganda, du Burundi, du Kenya, tous les Tutsis qui sont exilés à travers la région de Grand Lac et la région de l'Afrique centrale de l'Est, le soutiennent dans cette démarche-là parce qu'ils visent à leur sécuriser partout où ils se trouvent. Son objectif de venir en République démocratique du Congo, c'est pour sécuriser les Tutsis du Congo. C'est ça qu'il va dire. Donc, de ce point de vue, il ne fait que bien son travail. Mais maintenant, quand on se place du côté de la République démocratique du Congo, on trouve avec tous les médias qui se disent maintenant que c'est un sanguinaire, c'est un dictateur parce qu'il est venu provoquer la guerre en République démocratique du Congo. Et la question que nous posons, on va me dire que non, je soutiens trop Kagame. Non, ce n'est pas question de trop le soutenir. Est-ce qu'il n'y a pas d'hommes en République démocratique du Congo? Vous dites que c'est un petit pays, mais si vous êtes un grand pays, prouvez-le et rassemblez les hommes et allez au front. C'est ce qui est simple. Ben, il y a un de mes abonnés à qui je dis merci, qui m'a fait savoir que quand il a observé la pénétration des Rwandais, des troupes rwandaises à Goma, il n'y avait aucune barrière de sécurité, même pas de blocs de béton pour bloquer les chars, même pas de tranchées, il n'y avait rien. Et nous avons toujours dit, cette chaîne, notre expérience de la géographie nous a montré à croire que la géographie, ça passe sur le terrain, la guerre, ça passe sur le terrain. Ce n'est plus le moment de négociations, c'est sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas la frontière avec le Rwanda? C'est une petite frontière fermée là. Et avant de commencer la guerre, pour ne pas permettre les infiltrations, on se plaint que l'armée rwandaise vient au Congo. Mais commencez déjà par fermer la frontière avec le Congo. Bon, malheureusement pour eux, les Rwandais ont pris le temps, des années, ça fait plus de 30 ans, qu'on crie derrière le Rwanda. Ben, les présidents se succèdent au Congo, mais n'ont pas changé la situation. Ben, il y a une chose, le Rwanda est un petit pays, mais qui a des pieuvres, des pattes assez longues. Parce que la République démocratique du Congo est cernée par le Rwanda. Ce n'est pas parce que vous voyez le tout petit pays là, ben, il a des tentacules qui a permis de l'étendre et de cerner toute la République démocratique du Congo. Nous l'avons montré dans les précédentes vidéos. L'armée rwandaise est installée en République, à Congo-Brazzaville. La République est là, donc vous comptez. Et ça se prolonge. L'armée rwandaise est également en République centrafricaine. Bon, en Ouganda, c'est un secret de polichinelle d'où ils sont venus, donc ils sont forcément présents. Mais avec le lien avec le Burundi, c'est que les Tutsis burundais, où l'armée contrôle toujours le pouvoir, où les Tutsis contrôlent tout l'essentiel de l'armée, c'est encore leur présence. Il est également le cas de la Tanzanie, avec la frontière avec la Tanzanie. Donc vous voyez, même avec la Zambie, ils ont de très bonnes relations. Le Mozambique, ils ont de très bonnes relations. Voilà que la République démocratique du Congo, sur le plan géostratégique, est carrément encerclée. Parce que les gens se demandent toujours, comment un petit pays peut nuire à un grand pays comme la République démocratique du Congo? Oui, c'est une question de diplomatie, de géostratégie. Et le Rwanda a une très bonne géostratégie. Aucun pays africain ne l'en a. Je ne dis pas ça parce que je veux l'encenser. Ben, vous-même, vous constatez les résultats sur le terrain. Vous n'avez jamais compris que dans toutes les campagnes militaires que le Rwanda mène, on a assassiné des soldats rwandais. Vous n'avez jamais vu ça. Ça ne se fait pas. Ils sont partis dans la campagne au Mali. Ils étaient au Mali. Dans le cadre de la MINUSMA, ils sont en République centrafricaine. Ils sont partis. Ils sont également présents au Mozambique. Ils ont pu taire le terrorisme là-bas. Ils sont un peu partout en Afrique. Ils participent à des campagnes de l'ONU pour la paix. Ce n'est pas pour rien. Ça leur donne une certaine expérience. Mais vous ne comprenez pas qu'on les a assassinés.
Pourquoi est-ce que les soldats rwandais ne tombent jamais dans ces pièges-là? C'est parce qu'ils ont un bon service de renseignement qui leur permet de mettre le pied. Cette semaine, on a vu cette tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et l'Afrique du Sud, à travers la SADC, a voulu s'interposer. Sachez que ce n'est pas la première fois que l'Afrique du Sud, que le Rwanda menace l'Afrique du Sud. Ce n'est pas la première fois. Ça remonte à plusieurs années depuis Jacob Zuma, depuis Thabo Mbeki. Et que l'Afrique du Sud, que le Rwanda, le petit Rwanda, comme vous aimez bien l'appeler, menace l'Afrique du Sud. Là, je vous donne une preuve, parce que là, nous parlons des faits. Beaucoup de réfugiés rwandais sont allés en République d'Afrique du Sud. Ils sont réfugiés là-bas. Même certains hauts cadres du parti au pouvoir, même certains bras droits de Kagame sont réfugiés là-bas. Mais Kagame est parti les chercher là-bas et il les a assassinés là-bas en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a beau protester, ben, le coup était fait, le résultat était effectif. Donc c'était en Afrique du Sud, mais ce n'est pas la première fois. On a accusé que l'Afrique du Sud a laissé leur sécurité. Non, c'est parce qu'eux, ils ont cette capacité d'infiltrer les autres pays et de pouvoir marquer leur point. Ça participe de la géostratégie. Donc ce n'est pas la première fois qu'ils menacent l'Afrique du Sud. Ils disent qu'ils sont prêts à une confrontation, oui. C'est qu'ils vont transporter cette confrontation en Afrique du Sud. C'est ce qui est essentiel. L'Afrique du Sud est dans les BRICS, n'est pas par le fait des Noirs qui sont au pouvoir. Ce n'est pas par le fait, c'est par le fait des autres qui sont au pouvoir. Parce qu'eux, ils continuent à contrôler la monnaie sud-africaine, ils continuent à contrôler les finances, l'économie, comme je le disais tantôt, ils sont liés, ils continuent à contrôler l'armée. La production d'armes est très contrôlée en Afrique du Sud et ce sont des choses qu'on ne voudrait pas que ça tombe entre les mains des Noirs. Donc c'est important de le savoir. Ils avaient des services de sécurité qui partaient faire campagne dans notre pays africain. Mais depuis Thabo Mbeki, on les a ramenés à la maison. On a dit désormais, ils ne vont plus sortir. Ils ont voté une loi à l'Assemblée nationale désormais que les services de sécurité d'Afrique du Sud très efficaces ne devaient plus sortir de leur territoire pour aller mener des opérations hors de leur pays. Et voilà comment il a connu un recul. Quand il y a des feux ici en Amérique du Nord, on voit les pompiers sud-africains venir également ici. Donc ce sont des gens qui sont très aptes, sur le continent africain, ils sont très amorphes. Donc nous leur disons beaucoup de courage, bravo, s'ils vont réussir à mettre l'ordre en Afrique, comme on attend toujours depuis, parce que depuis Mandela, il a commencé. Thabo Mbeki a voulu poursuivre, on l'a rappelé à l'ordre. Zuma non plus n'a voulu poursuivre. Je vous rappelle que ces deux derniers présidents ont démissionné. Pourquoi est-ce qu'en Afrique du Sud, les présidents ne terminent pas le mandat, ils sont toujours forcés de démissionner? Oui, on va en parler à une autre émission. Là, on voudra bien éclairer pourquoi est-ce que ces présidents sont forcés à démissionner. Quand ils veulent intervenir, quand ils envoient maintenant, ils ont envoyé le matériel militaire à Goma et depuis là, on ne voit plus rien. Ils envoient le matériel militaire et vont maintenant et ouvrent les négociations. Là, ça n'aboutira pas. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique du Sud fait ce genre de manœuvre pour impressionner. Ils ont envoyé leur navire de guerre à Abidjan et la solution était quoi? Ça n'a pas abouti. On les a menacés. La France les a menacés. Ils sont encore repartis. Toujours la même France avait abattu les soldats sud-africains. Vous les voyez en République centrafricaine. Et maintenant à Goma, ils ont perdu 13 soldats. Les Rwandais ont déjà abattu 13 soldats sud-africains. Donc vous comprenez que si ce n'est que question de guerre, le Rwanda a déjà marqué un point de ce côté-là. L'Afrique du Sud ne peut venir qu'en réplique, mais elle ne peut pas arriver jusqu'à ce point-là. Sachez bien, et on le dit très bien, Kagame était un militaire qui agit plus qu'il ne parle. Donc quand les autres vont dans les négociations, ça ne l'intéresse pas. Voilà qu'il a battu 3 soldats, c'est le temps de voir comment les Sud-Africains vont réagir. Et quand on va le dire, les gens vont dire que non, c'est parce qu'on soutient Kagame. Les résultats ou les faits sont là. Donc voilà, c'était pour l'actualité africaine, pour ne pas être très long. On va peut-être passer rapidement au cas de l'Amérique du Nord. Oui, une nouvelle ère s'ouvre, c'est l'ère du Verseau. On voudrait en parler. Ceux qui veulent en parler, ceux qui veulent qu'on en parle, qui me mettent dans le commentaire là, s'ils sont prêts qu'on parle de l'ère du Verseau. L'ère, c'est une période. Donc quand ça a commencé, comment ça se poursuit et quels sont les faits marquants? Parce que même la nouvelle administration américaine qui prend place là actuellement en Amérique du Nord et qui est en train de bousculer l'échiquier politique mondial, international et qui met à l'écart beaucoup de choses, ça fait partie des éléments de l'ère du Verseau. Parce que après avoir quitté les organisations internationales, et ils continuent à quitter les organisations internationales, ils ont quitté l'UNESCO avant, maintenant ils sont en train de quitter l'OMS, ils promettent de quitter d'autres organisations pour le pacte pour l'environnement, des choses comme cela. Ça fait partie de l'ère du Verseau. Et les organisations internationales, cette nouvelle administration n'a que faire de cela. L'Union européenne, elle ne veut même pas en parler, elle ne veut même pas en parler.
Elle préfère traiter directement avec les chefs d'État. Donc, cette semaine, qu'est-ce qui s'est encore passé après le passeport, le 29 de l'AES qui a été lancé, les faits sont entrés en vigueur. On comprend depuis peu parler des tarifs de bande de 25%. Oui. La nouvelle administration veut relancer l'industrialisation à l'intérieur. Plus de délocalisation. Vous voulez produire, venez chez eux, sinon vous payez les taxes de 25%. C'est entré en vigueur et depuis hier, le Canada dit pouvoir retoquer sur des mesures. Ça va fortement impacter la consommation des Canadiens puisqu'on importe beaucoup de choses de chez eux. Les industries sont très bien implantées ici et vice versa. On leur vend aussi beaucoup de choses, mais ça pourra aussi également donner, de mon point de vue maintenant, l'occasion aux Canadiens de voir comment ils peuvent se tourner vers d'autres marchés en Europe ou pourquoi pas en Afrique. Pourquoi est-ce qu'ils se bornent rien qu'à pouvoir regarder les États-Unis? Si les États-Unis les menacent aujourd'hui de pouvoir rompre les accords de l'ALENA avec l'Amérique du Nord, avec le Mexique et le Canada, ben, qui se préparent donc à créer d'autres nouvelles alliances et à se tourner vers d'autres points. Donc, mais est-ce que le Canada est uni sur ce plan-là? Non. La forte décentralisation des provinces au Canada fait que chaque chef de gouvernement essaie de tirer la couverture de son côté, puisqu'ils font des exportations aux États-Unis, d'abord à leur profit de chaque province, avant d'être au profit du gouvernement fédéral. Donc, nous disons bravo à tout ce qui est en train de se passer. Nous allons attendre la suite. C'est quand même excitant de voir comment est-ce que la scène politique est en train de s'agiter. Donc, si vous avez compris tout cela et que vous avez apprécié notre tour de l'actualité en Afrique et sur le plan international, vous nous mettez des pouces, mettez-vous de nombreux pouces, parce que là, ce n'est plus de la blague. Quand les révisionnistes ou les altermondialistes parlaient de certains sujets, on leur disait que ça, c'était les théories du complot. Ben, est-ce que maintenant, là, c'est en train de prendre effectivement encore? Et certains gens ont pensé que c'était de la blague. C'est la blague ou la joke, comme on dit. Et cela n'en est pas, c'est vraiment entré en vigueur. Donc, je vous souhaite de passer une excellente début de semaine et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine sur cette émission. N'oubliez pas de nous mettre des pouces, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de nous mettre un commentaire, de cliquer sur la notification. S'il y a une région du monde où vous souhaitez qu'on en parle, je serai toujours prêt à le faire avec beaucoup d'aisance. Donc, je vous souhaite un excellent début de semaine et à tantôt.